Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et ça sera notre dernier live sur cette œuvre, puisqu'on arrive à la dernière nouvelle de ce recueil, à savoir la nouvelle La course de printemps. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, il y a dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettent de naviguer comme bon vous semble. Aussi, vous pourrez passer l'introduction où je papote un petit peu avec le chat pour vous rendre directement à la lecture. Voilou. Et on commence donc comme d'habitude avec une petite intro de 10, 15, 20 minutes. Le temps pour moi de papoter un petit peu avec le chat, de donner un peu des news sur le planning aussi, et sur des choses qui se passent dans l'ombre. Bref, on va parler comme d'habitude, on se met bien, on se détend. Et j'accueille avec plaisir Zikael So Famous et Sivo, je sais pas comment prononcer ton pseudo, désolé, Sivodule77. En tout cas, bonsoir à vous deux. Et Sivodule, merci pour ton follow, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais du coup j'en profite maintenant que tu es là pour te le répéter. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vais lire ton message et répondre à ta requête, entre guillemets. Du coup, salut, tu comptes faire une découverte sur le lore de Destiny. Je sais pas si tu connais, mais ce sont de superbes histoires que je pense intéressantes à raconter. Grosso modo, donc pour les gens qui regarderaient le live de lecture mais qui comprennent pas trop de quoi on parle avec les lives de découverte, je vous rappelle que le dimanche à 21h, je fais des lives de découverte sur un univers de jeu. J'ai fait ça sur Wokfu à l'époque, en ce moment je fais ça sur League of Legends. Et du coup, étendre ça à d'autres jeux ne me déplairait pas, je pense, au contraire même. Ça pourrait vachement me plaire. Par contre, je pense que ça sera uniquement sur des jeux que je connais déjà de base. Après, c'est pas exclu, hein, mais... Et des jeux que je joue et que j'apprécie déjà par moi-même, entre guillemets. Et c'est vrai que je dois avouer que je ne suis pas joueur de Destiny. Et du peu que j'en ai vu, alors si ça se trouve, je me trompe, hein, si ça se trouve, en y jouant, je trouverais ça cool, mais du peu que j'en ai vu, ça m'intéresse pas beaucoup, pour être franc. Donc, écoute, Sivodule, je garde ça en tête, je garde ça dans un coin de ma mémoire, et je retiendrai que ça peut intéresser des gens, dont toi. Mais si je dois être tout à fait franc, je ne pense pas que ça sera au programme. En tout cas, ça ne sera pas au programme dans les semaines, mois à venir, ça c'est quasiment sûr. Surtout que... Justement là, j'aime bien le petit le petit rythme qu'on s'est créé depuis le début de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être les plus vieux pourront plus avoir un recul là-dessus, mais c'est vrai qu'avant je faisais des lives un petit peu quand je pouvais, entre guillemets. Et là, depuis le début d'année, j'ai décidé de vraiment faire un live de lecture le mardi, le vendredi à 21h et un live de découverte le dimanche à 21h. Donc moi j'aime bien cette petite routine, mais du coup c'est vrai que ça fait que un live de découverte par semaine, et je me dis on a encore énormément à découvrir avec League of Legends, et si je commence à faire plus de live sur la semaine, ça risque de me prendre pas mal de temps, parce que j'ai pas mal de projets à l'extérieur. Je sais pas trop, c'est pas exclu en tout cas. Merci de la proposition Sivodule. Quand je dis que je garde ça de côté, c'est pas juste pour classer l'affaire, hein, c'est vraiment j'y pense et je le garderai en tête. Donc merci pour la proposition, ça me fait plaisir. À chaque fois qu'il y a des propositions de toute manière, que ce soit aussi sur des suggestions de lecture, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide vachement. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions une fois de temps en temps, hein. Ça peut vraiment m'aider sur la suite des lives, parce que bah, parfois ça devient dur de trouver des œuvres intéressantes à faire en live de lecture. Et puis bah, découvrir des jeux, je suis toujours plutôt curieux de ça, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est une chose que je vous ai répété pas mal de fois ces derniers temps. Je vais très certainement faire davantage de live dans les temps à venir. Je pense pas que ça sera tout de suite, mais dans les mois à venir, je pense que je vais peut-être... Il y aura peut-être des lives
ponctuels, on va dire, pas des lives ajoutés à la programmation de manière récurrente, mais en tout cas des petits lives ponctuels, notamment d'illustration, puisque je le répète, en ce moment je travaille sur un jeu de société qui s'appelle Sur l'eau, un jeu de pirates, et j'ai commencé donc les illustrations des personnages, et c'est vraiment sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment compliqué, mais j'aime beaucoup, et j'espère pouvoir faire ça en live. Comme je le disais aussi ces derniers temps, en ce moment mon PC montre quelques signes de faiblesse, donc le jour où je change de PC, je pense que ça va me booster à faire d'autres lives parce que j'aurai un PC qui tient le coup et qui me permet de faire des lives sans laguer. Donc ça sera ça aussi qui va peser dans la balance, entre guillemets, pour de nouveaux lives. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire aussi des lives de gaming, mais là, pour le coup, ça sera pas du tout avec ce PC parce que c'est impossible. Et du coup, Sivodule, oui, tout à fait, je développe mon jeu de société. Alors c'est de l'amateur. Bon, j'essaie au final de rendre quelque chose de semi-pro, mais je suis clairement amateur dans le domaine. J'ai jamais fait ça entre guillemets. Grosso modo, j'ai déjà beaucoup inventé d'univers et j'ai déjà créé des jeux même. En fait, c'est compliqué de vous expliquer tout ça, mais créer des jeux genre cache-cache, mais c'était plus poussé qu'un cache-cache, genre cache-cache ou genre trap-trap ou vous voyez ce genre de jeu de cours de récré entre guillemets. Et j'en ai inventé pour certains. On va dire que c'était des centres aérés, c'était pas vraiment des centres aérés, mais ça s'en rapproche quoi. Donc voilà, j'ai déjà fait ça pas mal. J'ai déjà inventé les règles de 4 jeux de société à présent. Et mais pour le moment, aucun n'a été publié, aucun n'a une vraie version entre guillemets. Et là, maintenant, mon objectif avec ce jeu, c'est d'avoir une vraie version en dur que vous puissiez vous procurer et un petit peu le diffuser, quoi. Donc, mon but à terme sera de lancer un crowdfunding pour éventuellement produire ce jeu de société qui se nomme donc Sur l'eau. C'est le jeu de société que j'ai décidé pas de mettre en avant, mais du moins c'est le jeu de société qui me semble le plus favorable à être ma première expérience dans le crowdfunding et dans le jeu de société. Donc voilà, Sur l'eau, un jeu de pirate, d'aventure pirate. Je vous en dirai davantage sur des lives dédiés certainement, mais je vous en parle régulièrement sur mes lives. Et Sivodule d'ailleurs, si ça t'intéresse, je sais pas si tu sais, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais sous le live, il y a un petit nuage avec écrit Discord, et normalement si tu cliques dessus, tu peux rejoindre le Discord. Et sur le Discord, pour le coup, je mets relativement souvent des news concernant tous mes projets. Je vais poursuivre donc avec d'autres projets que vous connaissez, mais également en avancée, en développement, comment dire, non je trouve pas le mot, mais pas récurrent, mais permanent, voilà. Mais avant cela, je dis bonsoir à Jumpy. Bonsoir Jumpy, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon album de musique, The First 24 Years, Not Only the Best of Me. Je sais, c'est un titre à rallonge, mais moi je trouve ça drôle. Bref, donc du coup, mon album de musique que j'ai prévu de faire tout au long de cette année, pareil, est en développement entre guillemets. J'ai une chanson il y a pas longtemps que j'ai écrit des paroles pour une chanson il y a pas longtemps et je me dis qu'elle va être vachement sympa, j'ai vraiment hâte de l'enregistrer. Et je pense que ça devrait aller relativement vite puisque enfin je me suis débloqué entre guillemets. Puisque vous l'avez vu, hier j'ai sorti une chanson sur ma chaîne YouTube. La version définitive de Realism of Multiplication. Je vous avais déjà envoyé une version démo. Cette fois c'est la version définitive. Comme je le disais, bien sûr, c'est pas la version parfaite. C'est pas exactement ce que j'ai en tête. Mais je ne suis pas ingé son, c'est vraiment un métier de savoir mixer un morceau. Donc j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout mon possible, j'ai travaillé de longues heures dessus. Et là je pense être arrivé à mon niveau maximum à l'heure actuelle, à l'instant T. Et voilà, c'est aussi un peu le but de faire tout mon album en autodidacte cette année. Que ce soit la batterie, la basse, la guitare, le chant, le synthé quand il y en aura.
et le mixage son. Et bah, du coup, de faire tout ça, c'est justement pour step up un petit peu et devenir un petit peu meilleur dans tous les domaines, notamment le mixage son. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de l'année, je serai capable de faire des sons de plus belle qualité. Voili voilou. Tkoutoum tkoutoum. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, en fait, on suit la logique. En fait, c'est marrant parce que cette année, je vous avais dit, je m'étais un petit peu donné 3 résolutions qui étaient publier mon premier jeu de société, faire mon premier album et publier mon premier roman. Et à chaque fois, c'est un peu de ça que je vous parle en intro de live. Et donc, on continue. N'oubliez pas, demain, on est mercredi. Et comme tous les mercredis, je publie un chapitre de mon roman La paix sur Terre sur Wattpad. Et pour ceux qui seraient nouveaux et qui savent pas et qui peut-être seraient intéressés, c'est donc un roman de science-fiction, mais un peu particulier puisque on dirait, enfin ouais, pour utiliser des termes un petit peu utilisés en littérature entre guillemets, ce serait un peu un roman psychologique dans le sens où on suit vraiment le personnage qui n'est autre que moi dans le futur. Donc c'est une sorte d'autofiction, une sorte d'autobiographie cachée sous la fiction. Enfin voilà. Et du coup, en imaginant que je sois dans le futur et que je retrace ma life, entre guillemets. Enfin bon, bref. C'est un peu particulier à expliquer comme ça, mais normalement c'est très compréhensible sur Wattpad, donc si ça vous intéresse d'aller lire ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. Je n'en dis pas plus pour pas spoil, mais on a bientôt terminé la publication de La paix sur Terre. Voili voilou. Bah écoutez, je pense avoir dit énormément de choses au final, donc on va commencer la lecture assez rapidement. Dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que justement, je vous en avais parlé lors du dernier live, cette semaine il n'y aura pas d'autres lives, donc là c'est le dernier live de mars tout simplement. Donc vendredi il n'y aura pas de live, dimanche il n'y aura pas de live non plus, donc un live de lecture et un live de découverte qui sautent. Par contre, je pense être de retour disponible, frais et dispo mardi prochain, donc je pense que dès mardi prochain on reprendra les lives. Et on reprendra les lives donc avec un live de lecture que vous avez pas mal réclamé. Je sais que pas mal l'attendent. Ça sera la lecture de la nouvelle La Métamorphose de Franz Kafka. Alors il est pas très lourd, il est pas très gros, donc je pense qu'en vérité en un maximum de live on devrait l'avoir terminé, je pense. Ah, quoique. quoique, peut-être que je m'emballe. On va dire, en 3 lives maximum, ça sera terminé, je pense. Donc voilà, ça va nous prendre une grosse semaine. Entre une petite et une grosse semaine, grosso modo. Et du coup, j'ai déjà prévu quelque chose pour après, vu que ça risque d'enchaîner assez vite. Après la métamorphose, je pense qu'on lira La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Je suis pas encore sûr, mais ça se profile, ça sent bon, puisque bah, ça fait longtemps que j'ai envie de le relire. Donc voilà, je pense que ce sera la bonne occasion pour un petit peu varier les plaisirs, faire à chaque fois des textes de genres différents, de tons différents sur les lives, de formats différents aussi, passer de la nouvelle, au roman, à la poésie, etc. Donc c'est vraiment cool de faire des choses variées, je trouve. Donc voilà, c'est un peu ce que je recherche. Et du coup, je lis en même temps hein, le chat, y a pas de souci. Et du coup, Sivodule, ouais, j'essaie d'être polyvalent. Après, je dois avouer que je suis pas bon partout. C'est ça le problème quand on fait beaucoup de choses, c'est que c'est compliqué d'être bon partout. Mais c'est vrai que j'aime bien m'adonner à beaucoup d'activités, tout simplement parce que je prends du plaisir dans toutes ces activités et j'ai pas envie de me restreindre, j'ai pas envie de me dire ouais non là j'ai pas le temps, j'essaie de prendre le temps pour tout. Et bon, ça fait que chaque projet individuellement évolue relativement lentement et que je progresse relativement lentement sur tous les domaines, mais au moins je m'amuse et c'est ça l'important. Je pense du moins, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. D'ailleurs, tant et si bien,
j'hésite à en faire des lives. Enfin, en fait, je vais vous expliquer, mais j'hésite à faire des lives d'un concept un peu bizarre aussi. C'est que, ça y est, moi qui suis joueur de jeux de rôle assez régulièrement, et là qui n'avait pas de groupe depuis longtemps, eh bien, a priori, je suis en train de remaster... Enfin, je vais me remettre à masteriser, donc je suis en train de réécrire un univers entier, et ça me fait tellement kiffer. Et je me suis demandé s'il y aurait pas moyen de faire des lives un petit peu... Pas conseils ou pas didactiques, mais... Ouais, des lives un petit peu... comment dire, de partage, de création d'univers, un petit peu vous montrer comment je crée l'univers, comment j'articule mes parties, comment j'envisage le mastering d'une partie de jeu de rôle, vous montrer comment je développe l'univers et comment j'incruste les petites histoires dans la grande histoire, c'est-à-dire comment je rends chaque mission intéressante dans un grand ensemble de missions. Enfin bon, un peu des trucs comme ça. Le truc, c'est que je vois pas exactement comment je pourrais articuler ce format. Mais c'est quelque chose de possible. Au pire. Une chose qui serait peut-être possible, mais pareil, je sais pas si ça vous intéresserait. Moi, je sais que je regarde des vidéos comme ça sur internet et que ça me plaît, donc je me dis, ça peut plaire à certaines personnes. Mais peut-être tout simplement de faire un live entre guillemets récapitulatif. C'est-à-dire que moi je ferai ma partie avec mes joueurs dans notre coin, pas en live. Parce que j'y tiens, enfin, je vous avais déjà dit je crois, mais si vraiment je venais à faire du jeu de rôle en live, je veux que ça soit fait pour le live. Je veux qu'il y ait un intérêt, je veux qu'il y ait quelque chose de plus. Je veux pas que ce soit juste du jeu de rôle filmé. Et d'ailleurs, j'avais une idée de jeu de rôle interactif, mais bon, qui est un petit peu au point mort parce qu'il me faudrait quelqu'un tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Mais un jour, si je peux le faire, je le ferai parce que ça me tient vraiment à cœur ce concept-là. Mais par contre, peut-être vous faire entre guillemets le compte rendu de chaque épisode. Peut-être faire un petit live de 30-40 minutes en vous expliquant bien dans l'ordre. Bon là il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis là il s'est fait manger par un requin. Et puis il s'est fait chier par le requin. Enfin bon bref. Voilà. Je sais pas si ça pourrait être intéressant. Je sais pas si j'aurai le courage et le temps. Parce que le temps, l'air de rien, commence à manquer justement en faisant autant de projets différents. Donc je sais pas si j'aurai le courage et le temps de faire ça, mais... En tout cas, ça me titille de faire des choses en live en rapport au jeu de rôle. Vraiment, le plus intéressant pour moi, ce serait de réussir à mettre en marche mon jeu de rôle interactif. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué. Il me faudrait des viewers récurrents, il me faudrait un acolyte récurrent qui soit là à tous les lives en même temps que moi. Donc ça risque d'être compliqué. En tout cas, pour le moment. Voilou, je pense avoir dit pas mal de choses. Je vais faire une dernière parenthèse, promis, après on se lance très rapidement dans la lecture parce que je veux pas faire des intros trop longues, mais en même temps je me dis c'est le dernier live avant une semaine, j'ai envie d'en profiter un petit peu. Dernière petite chose, parfois je vous présente un petit peu des objets culturels ou des trucs que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, que j'ai pu lire, etc. Et là, aujourd'hui j'ai reçu un album que j'attendais grandement, un album que j'ai aidé à financer en financement participatif par crowdfunding, donc, qui est l'album de Jarrett and Kelly, Sitting in a Tree. Et en plus, il est dédicacé. Bon, je suis un gros Yankee, hein, faut l'avouer, mais je sais que pour beaucoup, payer une dédicace qui n'a pas été faite en main propre, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais moi ça me plaît, je dois avouer que je suis red dingue de ces personnes. Je trouve leur musique génialissime, mais enfin bon bref. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Et si vous pouvez vous procurer l'album, moi en tout cas je sauterai à 2 pieds joints, hein, la preuve. Donc voilà, Jarrett and Kelly, on voit ici leur tête. En plus il y a beaucoup de chansons, il y a 14 chansons, ce qui est relativement beaucoup. Je trouve que les albums de plus en plus ont de moins en moins de chansons. Ma phrase est bizarre. Bref. Donc voilà, ici on les voit un petit peu mieux. Donc du coup, ici on a Jarrett Reddick du groupe connu pop-punk Bowling for Soup. Et ici, Kelly Ogden du groupe connu pop-punk The Dolly Rots.
Et juste, l'album est trop cool. J'avais déjà la version digitale parce que du coup, ils nous l'avaient envoyé en avant-première, etc. C'est ça qui est vachement bien avec les crowdfunding. Et je trouve qu'ils devraient en prendre de la graine en France parce que les crowdfunding américains ont vachement d'avance là-dessus. Il y a vachement un côté interactif et un côté on partage plein de choses. Et du coup, ils nous balancent des exclus, ils nous balancent des démos, ils nous balancent des chansons bonus qu'il n'y a pas sur l'album et ainsi de suite. Des vidéos, des photos, plein de choses. On arrive un peu à suivre le développement en studio, quoi. Et je trouve ça vachement sympathique. Enfin bref. Sitting in a Tree de Jarrett and Kelly. On sent beaucoup leur album, on sent beaucoup leur influence pop-punk, mais c'est quand même vachement plus calme que ce qu'ils font habituellement. Donc voilà, je dirais que c'est du pop-punk gentil, beaucoup d'acoustique, pas mal de ballades, et un petit peu versé dans le folk, un petit peu versé dans le folk, je dirais, dans ce genre d'influence. Voilà. Je m'arrête là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette intro. Donc, on va enfin pouvoir se pencher à ce qui nous intéresse ce soir, à savoir la lecture, la course de printemps, dernière nouvelle du second livre de la jungle. Je vous invite à vous asseoir, à vous allonger, à vous détendre, à prendre à manger, à boire. Je vous souhaite la bonne santé. Et on est parti pour la lecture sans plus attendre. En vrai, je vais commencer vite parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez tous là, donc merci beaucoup. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Bon, on va dire un gros 45 minutes à lire cette nouvelle. C'est la dernière nouvelle. Elle n'aurait pas dû figurer Mowgli si on suit la logique d'une nouvelle sur deux, il n'y a pas Mowgli. Mais là, exceptionnellement, c'est une nouvelle en rapport à Mowgli et aux autres personnages qu'on connaît. D'ailleurs, elle fait un peu suite à la nouvelle de la dernière fois. Donc voilà. Je pense que on va pouvoir se lancer. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute Zikael, So Famous. Bonne écoute Zivodule77, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du live. La course de printemps. L'homme à l'homme. Criez le défi par la jungle. Celui qui fut notre frère s'en va. Écoute et juge donc, ô peuple de la jungle. Dis, qui l'attarde ou qui l'arrêtera? L'homme à l'homme, il est là qui pleure dans la jungle. Notre frère, son cœur lourd de mots inconnus. L'homme à l'homme, ah, combien nous l'aimions dans la jungle. Voici sa piste, hélas, où nous ne suivrons plus. 2 ans après la grande bataille de Chien Rouge et la mort d'Akela, Mowgli devait compter presque 17 ans. Il paraissait davantage car les exercices violents, la nourriture succulente et les bains à la moindre occasion de chaleur ou de poussière lui avaient donné une force et une croissance bien au-dessus de son âge. Il pouvait se balancer d'une main à une branche haute pendant une demi-heure de suite, à l'occasion, le long des routes d'arbres. Il pouvait arrêter un jeune daim en plein galop, l'empoigner par les cornes et le jeter de côté. Il pouvait même culbuter les gros sangliers bleus qui habitaient les marais du Nord. Le peuple de la jungle, habitué à le craindre pour son intelligence, le redoutait maintenant pour sa seule force. Et lorsqu'il vaquait tranquillement à ses affaires, le murmure avant-coureur de son arrivée suffisait à déblayer les sentiers des bois. Cependant, ses yeux n'avaient pas perdu la douceur de leur regard. Même au fort d'un combat, ils ne flamboyaient jamais comme ceux de Bagheera. Ils prenaient seulement un air d'intérêt et de surexcitation croissante, et c'était une des choses que Bagheera elle-même ne comprenait pas. Elle questionna à ce sujet Mowgli, et le garçon se mit à rire en disant « Lorsque je manque mon coup, j'en suis fâché. Lorsqu'il me faut aller 2 jours le ventre vide, j'en suis plus fâché encore. Est-ce que mes yeux alors ne le disent pas ?»« Ta bouche a faim, répartit Bagheera, mais tes yeux ne disent rien. Chasser, manger, se baigner, c'est tout un pour toi, telle une pierre dans la pluie ou le soleil. » Mowgli la regarda nonchalamment par-dessus ses longs cils, et, comme toujours, la tête de la panthère s'inclina. Bagheera reconnaissait son maître. Ils étaient couchés à l'écart, très haut, sur le flanc d'une colline qui dominait la Waingunga.
et les brumes du matin s'étendaient au-dessous d'eux en bandes blanches et vertes. À mesure que le soleil montait, elles devinrent les flots bouillonnants d'une mer de pourpre et d'or, puis fouettés de lumière s'évanouirent, tandis que les rayons venaient obliquement zébrer les gazons desséchés sur lesquels reposaient Mowgli et Bagheera. C'était la fin de la saison fraîche, les feuilles et les arbres paraissaient vieux et fanés, et l'on entendait un bruissement accompagné d'un tic-tac saccadé lorsque le vent soufflait. Une petite feuille tapotait furieusement contre une branche, comme fait une feuille isolée dans un courant d'air. Elle réveilla Bagheera qui flaira l'air matinal d'un reniflement creux et profond, se jeta sur le dos et se mit à donner des coups de pattes en l'air dans la direction de la feuille qui dansait au-dessus. « C'est le tournant de l'année, » dit-elle. « La jungle se met en route. Le temps du nouveau parler approche. Cette feuille le sait. Comme c'est bon. »« L'herbe est sèche, » répondit Mowgli, qui en arracha une touffe. « L'œil du printemps lui-même, c'est une fleurette rouge, on dirait de cire, au calice en forme de trompette qui pointe ou se blottit parmi les herbes. L'œil du printemps lui-même n'est pas encore ouvert, et Bagheera, est-ce convenable pour la panthère noire de se coucher ainsi sur le dos et de battre l'air avec ses pattes comme un chat sauvage ? »« Ah !» dit Bagheera, la pensée ailleurs. « Je te demande si c'est convenable pour la panthère noire de bâiller, de tousser, de hurler et de se coucher ainsi. Rappelle-toi que nous sommes les maîtres de la jungle, toi et moi. »« Oui, oui, je t'entends bien, petit homme. » Bagheera reprit son aplomb d'un rapide tour de rein et secoua la poussière de ses flancs noirs dépouillés. Sa robe d'hiver était en train de tomber. « Certainement, nous sommes les maîtres de la jungle. Qui peut se dire aussi fort que Mowgli? Qui peut se dire aussi sage ?» Il y avait dans la voix un traînement singulier, qui fit se retourner Mowgli pour voir si par hasard la panthère noire se moquait de lui. La jungle, en effet, est pleine de mots qui sonnent d'une manière et s'expliquent d'une autre. « Je disais que nous sommes sans conteste les maîtres de la jungle, » répéta Bagheera. « Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne savais pas que le petit homme ne se couchait plus jamais par terre. Est-ce qu'il vole alors ?» Mowgli, assis, les coudes sur les genoux, regardait à travers la vallée la lumière naissante du jour. Quelque part au-dessous, dans les bois, un oiseau essayait d'une voix de flûte enrouée les premières notes de sa chanson printanière. Ce n'était qu'une esquisse du bruyant appel en cascade qu'il lancerait bientôt à plein gosier, mais Bagheera l'entendit. « Je disais bien que le temps était proche du nouveau parler, » gronda la panthère, en fouettant ses flancs de sa queue. « J'entends, » répondit Mowgli. « Bagheera, pourquoi tout ton corps frissonne-t-il ainsi? Le soleil est chaud ?»« C'est Pharaoh, le pivert écarlate, » dit Bagheera. « Il n'a pas oublié, lui. Maintenant, moi aussi, il faut que je me rappelle ma chanson. » Et elle se mit à filer et à roucouler, en s'écoutant et s'interrompant d'un air de moins en moins satisfait. « Il n'y a pas de gibier sur pied, » dit Mowgli paresseusement. « Petit frère, es-tu sourd des deux oreilles? Ceci n'est pas un cri de chasse, mais ma chanson, que je prépare en cas de besoin. J'avais oublié. Je le saurai bien quand sera venu le temps du nouveau parler, car toi et les autres irez au loin courir et me laisserez seul. » Mowgli parlait sur un ton rageur. « Mais en vérité, petit frère, commença Bagheera, ce n'est pas toujours que nous... »« Je dis que oui, repartit Mowgli en brandissant l'index avec colère. Vous allez au loin courir, parfaitement, et moi qui suis le maître de la jungle, il me faut aller tout seul. Qu'est-il arrivé à la saison dernière, lorsque j'ai voulu ramasser des cannes à sucre dans les champs d'un clan d'hommes? Je dus envoyer un messager. Je dus t'envoyer, toi, parbleu, vers Hati, pour lui demander de venir, telle nuit, cueillir pour moi avec sa trompe l'herbe sucrée. Il ne vint que 2 nuits plus tard, dit Bagheera en baissant un peu la tête. Et de ces longs roseaux sucrés, il t'accueillit plus qu'aucun petit homme au monde n'en pourrait manger pendant toutes les nuits des pluies. Je ne suis pas responsable de sa faute. Il ne vint pas la nuit où je lui avais envoyé le mot. Non, il était en train de trompeter, de galoper et de rugir à travers les vallées au clair de lune. Sa trace ressemblait à celle de 3 éléphants, car il ne se cachait pas alors sous les arbres. Il dansait au clair de lune devant les maisons du clan des hommes. Je le voyais bien, et pourtant il ne venait pas à moi qui suis le maître de la jungle. C'était le temps du nouveau parler, dit la panthère toujours très humble. Peut-être que, cette fois-là, tu ne l'as pas appelé du vrai maître mot. Écoute, Pharaoh. La mauvaise humeur de Mowgli semblait s'être évaporée. Il s'étendit sur le dos, les bras sous la tête, les yeux clos.
Je ne sais, et cela m'est bien égal, dit-il comme en rêve. Dormons, Bagheera. Mon cœur est lourd. Fais-moi un oreiller. La panthère se recoucha en poussant un soupir, car elle entendait Pharaon étudier et recommencer de plus belle sa chanson pour le temps du nouveau parler, comme il disait. Dans la jungle indienne, les saisons glissent de l'une à l'autre presque sans transition. Il semble qu'il n'y en ait que deux, la saison des pluies et la saison sèche. Mais à regarder attentivement, vous apercevez que sous les torrents de pluie, les nuages de poussière et les verdures torréfiées, on peut les découvrir toutes quatre se succédant selon leur ordre accoutumé. Le printemps est la plus merveilleuse, parce que sa besogne n'est pas d'habiller de fleurs nouvelles des champs dépouillés et nus, mais de chasser devant lui, d'écarter un tas de choses à moitié vertes, qui s'attachent, ne veulent pas mourir, et que le doux hiver a laissé vivre, et de faire en sorte que la terre caduque, à demi vêtue, se sente neuve et jeune une fois de plus. Et cette tâche, il l'accomplit si bien qu'il n'est pas de printemps au monde comparable à celui de la jungle. Il arrive un jour où tout paraît là, où les parfums même que charrie l'air pesant se traînent vieillis et sans force. On ne se l'explique pas, mais l'on sent ainsi. Puis vient un autre jour, en apparence rien n'a changé, où tous les parfums sont frais et délicieux, où le peuple de la jungle sent frissonner ses moustaches jusqu'en leurs racines, et où le poil d'hiver s'effiloche des flancs en longues mèches. Parfois alors, il tombe un peu de pluie, et tous les arbres, les buissons, les bambous, les mousses et les plantes aux feuilles juteuses s'éveillent en une poussée de sève dont on croit presque entendre le bruit, un bruit sous lequel nuit et jour court la basse d'un faux bourdon. C'est cela le bruit du printemps, cette vibration intense qui ne vient ni des abeilles ni des cascades, ni du vent dans les cimes, mais qui est simplement le voluptueux murmure du monde réjoui dans la tiédeur et la lumière. Avant cette année-là, Mowgli avait toujours pris plaisir au changement de saison. C'était lui qui, généralement, découvrait le premier œil du printemps, enfui sous les herbes, et la première bande de ces nuages printaniers qui ne ressemblent à rien d'autre dans la jungle. On pouvait entendre sa voix dans toutes sortes d'endroits humides, pleins de fleurs et de clarté d'étoiles, renforçant le chorus des grosses grenouilles, ou moquant les petites chouettes qui huent dans les nuits blanches. À l'exemple de ces sujets, c'était le printemps la saison où il opérait de préférence ses escapades, parcourant pour l'unique joie de fendre en courant l'air tiède 30, 40 ou 50 miles entre le crépuscule et l'étoile du matin. Puis il revenait, essoufflé, riant et couronné de fleurs étranges. Les quatre ne le suivaient pas dans ses folles randonnées à travers la jungle, mais s'en allaient chanter des chansons avec d'autres loups. Les habitants de la jungle sont très affairés au printemps, et Mowgli pouvait les entendre grogner, crier, siffler selon leur espèce. Leur voix à cette époque diffère de celle qu'ils ont aux autres moments de l'année, et c'est une des raisons pour lesquelles on appelle le printemps le temps du nouveau parler. Mais ce printemps-là, comme il le disait à Bagheera, il sentait en lui un cœur nouveau. Dès le jour où il avait vu les rejetons du bambou tourner au brun tacheté, il s'était mis à attendre le matin où changeraient les parfums. Mais lorsque arriva ce matin-là, quand Mort, le paon, éblouissant de bronze, d'azur et d'or, l'eut proclamé très haut le long des bois embrumés, et que Mowgli ouvrit la bouche pour reprendre le cri, les mots s'étranglèrent dans sa gorge, et il se sentit envahi du bout des pieds à la racine des cheveux par une sensation de misère profonde, au point qu'il s'examina scrupuleusement pour voir s'il n'avait pas marché sur une épine. Mort cria les nouveaux parfums. Les autres oiseaux reprirent l'appel, et, du côté des rochers de la Waingunga, Mowgli entendait la voix rauque de Bagheera, quelque chose entre le cri d'un aigle et le hennissement d'un cheval. Des piaillements, une fuite de bandarloch, secouèrent les bourgeons des branches au-dessus de Mowgli qui restait là, debout, sa poitrine gonflée, pour répondre à Mort, se contractant à mesure que, chassé par cette misère envahissante, l'air à petit souffle s'en échappait. Il regarda autour de lui, mais il ne vit rien que les bandarlogs, fuyant à travers les arbres, et Mort, la queue déployée en toute sa splendeur, qui dansait au-dessous sur les pentes. « Les parfums ont changé !» cria Mort. « Bonne chasse, petit frère. Qu'as-tu fait de ta réponse ?»« Petit frère, bonne chasse !» sifflèrent Chill le vautour et sa femelle, en fondant côte à côte d'une grande embardée à travers l'espace. Tous deux plongèrent sous le nez de Mowgli, si près qu'une pincée de plumes blanches duveteuses s'envolèrent. Une légère averse de printemps, une pluie d'éléphants comme ils l'appellent, tomba à travers la jungle sur un cercle d'un demi-mille,
laissa derrière elle les jeunes feuilles mouillées qui dansaient en s'égouttant, et s'évanouit dans un double arc-en-ciel et un léger roulement de tonnerre. Le bourdonnement du printemps éclata pendant 1 minute, puis se tut. Mais tous les habitants de la jungle semblèrent donner de la voix en même temps. Tous, sauf Mowgli. « Je n'ai rien mangé de mauvais, se dit-il. L'eau que j'ai bue était bonne. Ma gorge ne brûle pas non plus, ni ne semble se rétrécir comme le jour où je mordis à la racine tachetée de bleu que Oh, la tortue, m'avait dit être bonne à manger. Mais j'ai le cœur gros, et sans raison. J'ai fort mal répondu à Bagheera et aux autres, aussi bien au peuple de la jungle qu'à mes amis. En outre, je me sens chaud et froid tour à tour, ou bien je n'ai ni froid ni chaud, mais je suis mécontent sans comprendre pourquoi. Il est grand temps de faire une course de printemps jusqu'aux marais du Nord et revenir. J'ai chassé trop longtemps sans me donner assez de mal. Les 4 vont m'accompagner. Ils deviennent gras comme des vers blancs. Il appela, mais pas un des 4 ne répondit. Ils étaient loin, hors de portée de voix, en train de reprendre les chansons du printemps, la chanson de la lune et la chanson du sambour, en compagnie des loups du clan. Car au printemps, les habitants de la jungle ne font guère de différence entre le jour et la nuit. Il lança l'aboiement impérieux de l'appel familier et ne reçut pour réponse que le miaou moqueur du petit chat sauvage moucheté, qui se glissait parmi les branches à la recherche de nids précoces. Alors, il trembla tout entier de rage et tira à demi son couteau. Puis il prit un air hautain, bien qu'il n'y eût là personne pour le voir, et descendit à grands pas sévères le flanc de la montagne, le menton en l'air et les sourcils froncés. Mais personne de son peuple ne lui fit de questions, tant ils étaient tous occupés à leurs propres affaires. Oui, se dit Mowgli, bien qu'au fond du cœur il sentit qu'il n'avait pas raison. Que le dol rouge arrive du Dekkan, ou que la fleur rouge danse parmi les bambous, et toute la jungle accourt en pleurnichant au pied de Mowgli, et lui donne de grands noms d'éléphants. Mais à l'heure qu'il est, il suffit que l'œil du printemps rougisse, et il faut à mort parbleu exhiber ses pattes déplumées dans quelque danse de printemps. La jungle devient folle comme Tabaki. Par le taureau qui me racheta, suis-je ou non le maître de la jungle? Silence! Qu'est-ce que vous faites là? 2 jeunes loups du clan descendaient un sentier au petit galop, à la recherche d'un terrain libre pour se battre. On se rappelle que la loi de la jungle défend le duel en vue du clan. Ils avaient les poils du cou aussi raides que des fils de fer, et ils aboyaient furieusement, en rampant l'un vers l'autre, chacun guettant l'avantage du premier coup de dent. Mowgli ne fit qu'un bond, saisit de chaque main les gorges tendues, comptant bien terrasser les 2 bêtes comme il avait fait maintes fois par jeu ou dans les chasses du clan. Mais jamais encore il n'était intervenu dans un duel de printemps. Les 2 loups s'élancèrent en avant, le jetèrent de côté si violemment qu'il tomba, et sans mots inutiles, roulèrent étroitement enlacés. Mowgli s'était remis sur pied presque avant de tomber, son couteau nu, comme ses dents blanches. Et à cette minute, il les eût tués tous 2 sans motif, simplement parce qu'ils se battaient alors qu'il les voulait en paix, bien que la loi confère plein droit à tous les loups de se battre librement. Il dansa autour d'eux, les épaules ramassées, et la main frémissante prête à lancer un double coup de pointe. Aussitôt tombée la première fièvre de l'assaut. Mais pendant qu'il l'attendait, la force parut abandonner son corps. La pointe du couteau s'abaissa, il le remit dans sa gaine et resta là. « J'ai mangé du poison, » dit-il enfin. « Depuis que j'ai dispersé le conseil avec la fleur rouge, depuis que j'ai tué Shere Khan, personne dans le clan n'avait osé m'écarter. Et ceux-ci ne sont que des loups de dernier rang, de petits chasseurs. Ma force s'en est allée. Et je vais mourir. Oh Mowgli, pourquoi ne les as-tu pas tués tous 2 ?» La lutte continua jusqu'à ce que l'un des loups s'enfuit, et Mowgli demeurait assis tout seul sur l'herbe foulée et sanglante, promenant ses regards de son couteau à ses jambes et de ses jambes à ses bras, tandis que cette sensation de misère, jusqu'alors inconnue, l'inondait comme l'eau couvre un tronc d'arbre flottant. Il tua de bonne heure, ce soir-là, et mangea peu. Il tua de bonne heure ce soir-là et mangea peu, afin d'être bien en point pour sa course de printemps. Et il mangea seul, car tout le peuple de la jungle était au loin, à chanter et à se battre. C'était une de ces admirables nuits blanches, comme il les appelle. Toutes les verdures semblaient avoir pris 1 mois de croissance depuis le matin. Telle branche, qui portait des feuilles jaunes le jour précédent, laissait couler la sève quand Mowgli la cassait. Les mousses épaisses et chaudes frisaient sous ses pieds, l'herbe jeune ne coupait pas encore, et toutes les voix de la jungle grondaient comme une corde basse de harpe qu'aurait touché la lune, la pleine lune du nouveau parler,
qui éclaboussait du flot de sa lumière la roche et l'étang, glissait entre le tronc de l'arbre et la liane, et filtrait au travers des millions de feuilles. Malheureux comme il était, Mowgli chantait tout haut de ravissement en se mettant en route. Sa marche ressemblait plus au vol d'un grand oiseau qu'à autre chose, car il avait choisi la longue rampe descendante qui mène au marais du Nord, par le cœur même de la maîtresse jungle, où le sol élastique amortissait le bruit de ses pas. Un homme élevé parmi les hommes ne s'y fût frayé un chemin qu'en trébuchant à chaque pas dans le clair de lune trompeur. Mais les muscles de Mowgli, entraînés par des années d'exercice, l'emportaient comme une plume. Quand une souche pourrie ou une pierre invisible tournait sous son pied, il se remettait d'aplomb sans jamais ralentir, sans effort, inconsciemment. Lorsqu'il était fatigué de courir sur le sol, il saisissait des mains à la façon des singes la liane la plus proche, et semblait flotter plutôt que grimper vers les branches minces d'où il faisait route par les cimes, jusqu'à ce qu'au gré d'un nouveau caprice il se lança, décrivant une longue courbe descendante parmi les feuillages, et reprit pied sur le sol. Il y avait des creux chauds et silencieux, entourés de roches humides, où il pouvait à peine respirer, tant y pesait le parfum des fleurs nocturnes et des boutons qui s'ouvraient le long des lianes. Des avenues sombres, où le clair de lune dormait en bandes de lumière aussi régulièrement tracées qu'un dallage de marbre dans une nef d'église. Des fourrés humides, où les jeunes pousses lui montaient à mi-corps et nouaient leurs rameaux autour de sa taille. Et des fêtes de collines couronnées de roches brisées, où il sautait de pierre en pierre par-dessus les terriers des petits renards effarés. Parfois il entendait, très loin, le tchouk-drug, affaibli d'un porc sauvage en train d'aiguiser ses défenses sur une souche. Et quelque temps après, il arrivait sur la grosse butte solitaire en train de labourer et de lacérer l'écorce rouge d'un arbre, l'écume au groin et les yeux comme de flammes. Ou bien il faisait un détour en entendant cliqueter des cornes parmi des grognements sifflants et dépassait un groupe de sambours furieux qui zigzaguaient çà et là, tête basse, tigrés de sang qui noircissait le clair de lune. Ou bien encore, dans les rapides d'un gué, il entendait Jackala, le crocodile, mugir comme un taureau, où il dérangeait un nœud de serpent venimeux, mais il n'avait pas le temps de frapper qu'il était déjà loin, de l'autre côté des galets luisants, de nouveau replongé au cœur même de la jungle. Il courut ainsi, tantôt criant, tantôt se chantant à lui-même le plus heureux cette nuit-là des êtres de la jungle, jusqu'à ce que le parfum des fleurs l'avertît qu'il approchait des marais, dont la région s'étendait hors du rayon de ses plus lointaines chasses. Ici, encore, un homme élevé parmi ses semblables se serait enfoncé jusqu'au cou au bout de 3 enjambées. Mais les pieds de Mowgli avaient des yeux, et le portaient de touffe en touffe, d'une motte branlante à une autre, sans réclamer l'aide des yeux de sa tête. Il se dirigea vers le milieu du marécage, en effarouchant les canards au passage, et s'assit sur un tronc d'arbre moussu, émergé de l'eau noire. Le marais était éveillé tout autour de lui, car au printemps, le monde des oiseaux dort très légèrement, et toute la nuit leur compagnie sillonne l'air de leurs allées et venues. Mais personne ne prenait garde à Mowgli, assis parmi ces grands roseaux murmurant des chansons sans paroles, et qui examinait la plante dure de ses pieds bruns pour voir si par hasard quelque épine n'y serait pas restée. Il semblait avoir laissé derrière lui dans sa jungle toute sa mélancolie, et il commençait une chanson, quand tout revint, 10 fois pire qu'auparavant. Pour comble de malheur, la lune se couchait. Cette fois Mowgli fut atterré. « C'est la même chose ici, » dit-il à mi-voix. « Cela m'a suivi. » Et il regarda par-dessus son épaule pour voir si cela n'était pas debout derrière lui. Il n'y a personne ici. Les bruits de la nuit continuaient dans le marais, mais ni bête ni oiseau ne lui parlaient, et de nouveau la sensation de misère grandit. « J'ai mangé du poison, » dit-il d'une voix terrifiée. « Oui, j'aurais sans prendre garde mangé du poison et ma force s'en va de moi. J'ai eu peur, et cependant ce n'était pas moi qui avais peur. Mowgli a eu peur lorsque les 2 loups se battaient. Akela ou même Phao les aurait séparés, et pourtant Mowgli a eu peur. C'est une preuve certaine que j'ai mangé du poison. Mais que leur importe dans la jungle? Ils chantent, ils hurlent, ils se battent, et courent par bandes sous la lune. Et moi, Aemai, je vais mourir dans les marais de ce poison que j'ai mangé. » Il s'attendrit tellement sur lui-même qu'il pleurait presque. « Et après, continua-t-il, ils me trouveront étendu dans l'eau noire. Non, je vais retourner à ma jungle et j'irai mourir sur le rocher du conseil. Et Bagheera que j'aime, si elle n'est pas en train de miauler dans la vallée, Bagheera peut-être veillera sur le peu qui pourra...
Et Bagheera que j'aime, si elle n'est pas en train de miauler dans la vallée, Bagheera peut-être veillera sur le peu qui pourra rester, de crainte que Chill ne me traite comme il fit d'Akela. Large et chaude, une larme vint s'écraser sur son genou. Et tout malheureux qu'il fût, Mowgli se sentit heureux d'être à ce point malheureux, si vous pouvez comprendre cette sorte de bonheur à rebours. Comme Chill, le vautour, fit d'Akela, répéta-t-il, la nuit où je sauvai le clan du chien rouge. Il resta un instant tranquille, réfléchissant aux derniers mots du solitaire que, sans doute, vous vous rappelez. Tout de même, Akela m'a dit beaucoup de choses déraisonnables avant de mourir. Lorsqu'on meurt, les idées changent. Il m'a dit « Pas moins, je suis de la jungle ». Dans son exaltation, au souvenir de la bataille sur la rive de la Waingunga, il lança les derniers mots à haute voix, et parmi les joncs, une vache de buffle sauvage se leva sur les genoux, et renacla. « Un homme !» dit Missa, le buffle sauvage. Mowgli pouvait l'entendre se retourner dans la vase. « N'est pas un homme, ce n'est que le loup sans poil du clan de Sioni. Les nuits comme celle-ci, il court ça et là. »« Oh !» dit la vache, en laissant retomber sa tête pour paître. « Je croyais que c'était un homme. »« Je dis que non. Hé, Mowgli, y a-t-il du danger ?» beugla Missa. « Hé, Mowgli, y a-t-il du danger ?» répéta le garçon se moquant. « C'est tout à quoi pense Missa. Y a-t-il du danger ? Mais quant à Mowgli qui court la jungle, la nuit, tout éveillé, personne ne s'en préoccupe. »« Comme il crie fort !» dit la vache. « C'est ainsi, » répondit Missa avec dédain, « que crient ceux qui, après avoir arraché l'herbe, ne savent pas comment la manger. »« Pour moins que cela, » gémit tout bas Mowgli, « pour moins que cela, aux dernières pluies, j'aurais jeté Misa, en lui piquant la croupe, hors de son trou de vase. Je l'aurais monté et mené avec une bride de joncs du haut en bas des marécages. » Il allongeait le bras pour briser un des roseaux plumeux, mais il le laissa retomber avec un soupir. Missa, sans s'émouvoir, continuait à ruminer, et l'herbe longue se mit à grincer à l'endroit où la vache paissait. « Je ne veux pas mourir ici, » dit Mowgli avec colère. « Missa, qui est du même sang que Jackala et le porc, se moquerait de moi. Allons au-delà du marais voir ce qui s'y passe. Je n'ai jamais fait une pareille course de printemps, chaude et froide à la fois. Allons, Mowgli. » Il ne put résister à la tentation de se glisser parmi les bambous jusqu'à Missa et de le piquer de la pointe de son couteau. Le grand taureau, ruisselant, saillit hors de son trou comme un obus qui éclate, tandis que Mowgli riait à en être obligé de s'asseoir. « Tu pourras dire maintenant que le loup sans poil du clan de Sioni t'a mené, Missa !» cria-t-il. « Un loup ? Toi ?» renacla le taureau, en frappant du pied dans la boue. « Toute la jungle sait que tu as été berger de bétail, un marmot d'homme, comme ceux qui crient dans la poussière, là-bas, du côté des récoltes. Toi, de la jungle, quel est le chasseur qui se serait traîné comme un serpent parmi les sangsues, et par un tour fangeux, un tour de chacal, m'aurait fait honte devant ma vache. Viens en terrain ferme, que je te... Missa écumait, car personne peut-être n'a plus mauvais caractère dans la jungle. Mowgli le regarda pouffer et souffler, sans que changeât le regard de ses yeux. Lorsqu'il put se faire entendre à travers l'éclaboussement de la boue, il dit « Quel clan d'hommes gîte donc par ici près des marais, Missa? Cette jungle-ci est nouvelle pour moi. »« Va au nord !» mugit le taureau furieux, car Mowgli l'avait piqué assez durement. « C'est un tour de vacher tout nu. Va le dire au village qui est au bout du marais. » Les clans des hommes n'aiment pas les histoires de jungle, et sûrement, Missa, pour une égratignure de plus ou de moins à ton cuir, ce n'est pas la peine de rassembler un conseil. Mais je vais aller jeter un coup d'œil sur ce village, oui, j'irai. Calme-toi maintenant. Le maître de la jungle ne vient pas toutes les nuits te garder. Il prit pied sur le sol grelottant qui bordait le marais, bien certain que Misa n'en viendrait jamais à le charger sur un terrain pareil. Et tout en courant, il riait à la pensée du taureau en colère. « Ma force n'est pas encore toute partie, dit-il. Il se peut que le poison n'ait pas pénétré jusqu'à l'os. Voilà une étoile là-bas, au bord de l'horizon. » Il arrondit ses mains encornées pour la fixer. « Par le taureau qui me racheta, c'est la fleur rouge près de laquelle je dormais avant même de venir au premier clan de Sioni. Maintenant que je l'ai vu, je n'irai pas plus loin. » Le marais, à sa fin, s'élargissait en une vaste plaine où scintillait une lumière. Il y avait longtemps que Mowgli ne s'était intéressé aux faits et gestes des hommes,
Mais cette nuit-là, l'éclat de la fleur rouge l'attirait comme s'il se fût agi d'un nouveau gibier. « Je vais aller regarder, dit-il, pour me rendre compte si le clan d'hommes a changé. » Oubliant qu'il n'était plus dans sa jungle, où il pouvait faire à son gré, il foula avec insouciance l'herbe chargée de rosée, jusqu'à la hutte où brillait la lumière. 3 ou 4 chiens donnèrent de la voix, car ils se trouvaient sur les confins d'un village. « Bah !» dit Mowgli, qui s'accroupit sans bruit, en renvoyant un sourd grognement de loup pour faire taire les roquets. « Arrive qui plante. Mowgli, qu'as-tu donc à faire encore avec l'égide des hommes ?» Il porta son doigt à sa bouche, à l'endroit où une pierre l'avait frappé des années auparavant, le jour où l'autre clan d'hommes l'avait chassé. La porte de la hutte s'ouvrit, et sur le seuil, une femme parut qui sondait l'obscurité. Un enfant pleura, et la femme dit par-dessus son épaule. « Dors, ce n'est qu'un chacal qui a éveillé les chiens. Dans un peu de temps, le matin se lève. » Mowgli, dans l'herbe, se mit à trembler comme pris de fièvre. Il connaissait bien cette voix, mais pour être sûr, il appela doucement, surpris de constater avec quelle facilité la parole humaine lui revenait. « Messieurs! Oh, messieurs !»« Qui appelle ?» dit la femme avec un frémissement dans la voix. « As-tu oublié ?» dit Mowgli. Sa gorge était sèche comme il parlait. « Si c'est toi, quel nom t'ai-je donné? Réponds !» Elle avait refermé la porte à demi, et sa main se crispait sur sa poitrine. « Natu! Ohé, Natu !» répondit Mowgli, car vous le savez, c'était le nom que lui donna Messua la première fois qu'il vint au clan des hommes. « Viens, mon fils, dit-elle, et Mowgli, entrant d'un pas dans la zone de lumière, se trouva en face de Messua, la femme qui avait été bonne pour lui, et qui l'avait sauvé des mains des hommes il y avait si longtemps. Elle était plus vieille, et ses cheveux étaient gris, mais ses yeux et sa voix n'avaient pas changé. En femme qu'elle était, elle s'attendait à retrouver Mowgli comme elle l'avait laissé, et ses regards erraient avec embarras de sa poitrine à sa tête, qui touchait le haut de la porte. « Mon fils, balbutia-t-elle, et tombant à ses pieds. « Mais ce n'est plus mon fils, c'est un jeune dieu des bois. Aïe !» Debout dans la lumière rouge de la lampe, grand, fort et beau, ses longs cheveux noirs balayant ses épaules, son couteau pendu à son cou et la tête couronnée d'une guirlande de jasmin blanc, il eût pu aisément passer pour quelque divinité sauvage d'une légende des jungles. L'enfant, à moitié endormi dans un berceau, se dressa, terrifié, en poussant des cris aigus. Messua se retourna pour l'apaiser, tandis que Mowgli restait immobile, contemplant du dehors les cruches, les marmites, la huche et tous autres ustensiles humains qu'il se surprenait à reconnaître si bien. « Que veux-tu manger ou boire ?» murmura Messua. « Tout ce qui est ici est à toi. Nous te devons la vie. Mais es-tu bien celui que j'appelais Natu, ou n'es-tu pas en vérité un jeune dieu ?»« Je suis Natu, » répondit Mowgli. « Me voici très loin de chez moi. J'ai vu cette lumière et je suis venu jusqu'ici. Je ne savais pas t'y trouver. »« Après notre arrivée à Kaniwara, dit Messua timidement, les Anglais étaient prêts à nous aider contre ces villageois qui avaient tâché de nous brûler. T'en souviens-tu ? » Certes, je ne l'ai pas oublié. Mais quand la loi anglaise fut prête et que nous nous rendîmes au village de ces mauvaises gens, on ne le trouva plus. De cela aussi je me souviens, dit Mowgli avec un frémissement de la narine. Mon homme, en conséquence, prit du service dans les champs et nous finîmes, car c'était en vérité un homme vigoureux, par avoir un peu de terre ici. Elle n'est pas aussi riche que celle du vieux village, mais nous n'avons plus besoin de grand-chose, nous deux. Où est-il, l'homme qui creusa un trou dans la poussière lorsqu'il eut peur la nuit que tu sais? Il est mort, il y a 1 an. Et lui? Mowgli désignait du doigt l'enfant. C'est un fils que j'ai mis au monde, voilà 2 pluies. Si tu es un jeune dieu, mets sur lui la faveur de la jungle, afin qu'il puisse aller sauf parmi ton peuple, comme nous fîmes cette nuit-là. Elle prit dans ses bras l'enfant qui, oubliant sa terreur, se pencha pour jouer avec le couteau pendu sur la poitrine de Mowgli. Et Mowgli écarta les petits doigts, très doucement. « Si tu es Natu, que le tigre a emporté, » continua Messua avec un sanglot dans la voix, « c'est alors ton petit frère. Donne-lui la bénédiction d'un frère aîné. »« Aïe, Maï, que sais-je de ce que tu appelles une bénédiction? Je ne suis ni un dieu ni son frère et... Oh, mère, mère, mon cœur est très lourd. » Il tremblait en recouchant l'enfant. « Ce n'est pas étonnant, » dit Messua en s'affairant autour de ses marmites. « Cela vient de courir les marais la nuit. Il n'y a pas de doute, tu es imprégné de fièvre jusqu'aux moelles. » Mowgli sourit un peu à l'idée que quelque chose de la jungle pût lui faire
pu lui faire mal. Je vais allumer un feu, et tu boiras du lait chaud. Enlève la guirlande de jasmin, l'odeur en est trop forte dans cette petite maison. Mowgli s'assit en remuant les lèvres, la tête dans les mains. Toutes sortes de sensations étranges le parcouraient, absolument comme s'il eût été empoisonné, et il se sentait étourdi et un peu malade. Il but le lait chaud à longues gorgées, tandis que Messua lui donnait de temps en temps de petites tapes sur l'épaule, en se demandant si c'était là son fils Natou des jours lointains ou quelque créature merveilleuse des jungles, mais contente toutefois de le sentir vraiment en chair et en os. « Fils, dit-elle enfin, et ses yeux étaient pleins d'orgueil. Est-ce qu'on t'a dit parfois que tu es beau entre tous les hommes ?» Quoi ? Fit Mowgli, qui naturellement n'avait jamais rien entendu de la sorte. Messua eut un petit rire de bonheur. Le regard qui éclairait le visage de Mowgli suffisait à sa joie. « Je suis la première alors. C'est juste, quoi qu'il arrive rarement qu'une mère dise à son fils ces choses-là. Tu es très beau. Je n'ai jamais vu un homme comme toi. » Mowgli tourna la tête et tâcha de se voir par-dessus son épaule musculeuse. Et Messua se remit à rire si longuement que Mowgli, sans savoir pourquoi, fut forcé de rire avec elle. Et l'enfant courait de l'un à l'autre en riant aussi. « Non, il ne faut pas te moquer de ton frère, dit Messua en prenant le bébé sur son sein. Quand tu seras la moitié aussi beau, nous te marierons à la plus jeune fille d'un roi, et tu monteras sur de grands éléphants. » Mowgli ne pouvait pas comprendre un mot sur 3 de ce langage. Le lait chaud produisit sur lui son effet après une course de 40 miles. Aussi, s'étant pelotonné, il dormait profondément 1 minute après. Messua écarta sa chevelure de ses yeux et jeta sur lui une couverture. Elle se sentait heureuse. À la mode de la jungle, il dormit le reste de la nuit et tout le jour suivant, car son instinct, qui lui n'était jamais tout à fait endormi, l'avertissait qu'il n'avait rien à craindre. Il s'éveilla enfin d'un bond qui ébranla la hutte, car l'étoffe qui lui couvrait le visage l'avait fait rêver de trappe. Il restait debout, la main sur son couteau, roulant ses yeux lourds encore de sommeil, en garde à tout hasard. Messua se mit à rire et posa devant lui le repas du soir. C'était seulement quelques grossiers gâteaux qui sentaient la fumée, un peu de riz, des conserves de tamarins acides, juste assez pour le soutenir jusqu'à ce qu'il pût abattre sa proie du soir. L'odeur de la rosée dans les marais lui donnait faim et l'agitait. Il voulait terminer sa course de printemps, mais l'enfant insistait pour rester dans ses bras, et Messua s'était mise en tête de peigner ses longs cheveux d'un noir bleu. Elle chantait en le peignant d'absurdes petites chansons enfantines, tantôt appelant Mowgli son fils, tantôt lui demandant de donner à l'enfant un peu de son pouvoir sur la jungle. Quoique la porte de la hutte fût close, Mowgli entendit un bruit qu'il connaissait bien, et vit Messua ouvrir la bouche avec une expression d'horreur, tandis qu'une grosse patte grise grattait sous la porte, et que Frère Gris, au dehors, faisait entendre un gémissement étouffé, où il y avait du repentir, de l'anxiété et de la peur. « Attendez dehors, vous n'êtes pas venu quand j'ai appelé, » dit Mowgli en langue de jungle, et sans tourner la tête. Sur quoi la grosse patte grise disparut. « N'amène pas tes serviteurs avec toi, » dit Messua. « Nous avons toujours vécu en paix avec la jungle. »« C'est la paix, » dit Mowgli en se levant. « Pense à la nuit sur le chemin de Kaniwara. Il y avait des vingtaines de ceux-là devant et derrière toi, mais je vois que, même au printemps, le peuple de la jungle n'oublie pas toujours. Mère, je m'en vais. » Messua s'écarta humblement. C'était bien, pensait-elle, une divinité des bois. Mais comme la main du jeune homme touchait la porte, la mère qui était en elle la jeta au cou de Mowgli, qu'elle étreignit passionnément à plusieurs reprises. « Reviens, » lui murmurait-elle à l'oreille. « Fils ou non, reviens, car je t'aime. Et regarde, lui aussi a du chagrin. » L'enfant pleurait parce que l'homme au couteau brillant s'en allait. « Reviens, » répéta Messua. « La nuit ou le jour, cette porte n'est jamais fermée pour toi. » La gorge de Mowgli pantelait comme si on en eût tiré les tendons, et il répondit d'une voix qui semblait s'en arracher de force. « Je reviendrai sûrement. » « Et maintenant, dit-il en écartant, sur le seuil, la tête caressante du loup, j'ai contre toi un petit grief, frère Gris. Pourquoi n'êtes-vous pas venus tous 4 lorsque je vous ai appelé, il y a si longtemps ?»« Il y a si longtemps? Ce n'était que la nuit dernière. Nous étions à chanter dans la jungle les chansons nouvelles, car c'est le temps du nouveau parler, t'en souviens-tu? »« Oui, je sais. » « Et aussitôt que les chansons furent chantées, continua Frère Gris avec insistance, je suivis ta trace. Je laissai là les autres pour aller plus vite, mais
Oh petit frère, qu'as-tu donc fait, toi? Voilà que tu as mangé et dormi dans le clan des hommes. Si vous étiez venu quand j'ai appelé, cela ne serait jamais arrivé, dit Mowgli en courant beaucoup plus vite. Et à présent, que va-t-il advenir? Dit Frère Gris. Mowgli allait répondre, quand une jeune fille vêtue d'une étoffe blanche descendit un sentier qui venait des confins du village. Frère Gris fut hors de vue en un instant, et Mowgli recula sans bruit dans des cultures à haute tige. Elle était arrivée presque à portée de la main, quand les tièdes verdures se refermèrent sur le visage du jeune homme, et il disparut comme une ombre. La jeune fille jeta un cri, pensant avoir vu un esprit, puis elle poussa un profond soupir. Mowgli, derrière les chaumes qu'il écarta légèrement de ses mains, la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle fût hors de vue. Maintenant? Je ne sais pas, dit-il en soupirant à son tour. Oh, pourquoi n'êtes-vous pas venu lorsque je vous ai appelé? Nous te suivons, murmura Frère Gris, en léchant les talons de Mowgli. Nous te suivons toujours, sauf au temps du nouveau parler. Et vous me suivriez au clan des hommes? Dit Mowgli très bas. Ne t'ai-je pas suivi jusque-là, la nuit où notre ancien clan te chassa? Qui donc te réveilla quand tu dormais dans les récoltes? Oui, mais recommencerais-tu? Ne t'ai-je pas suivi cette nuit? Oui, mais une autre fois, et une autre fois encore, et peut-être une autre, Frère Gris. Frère Gris garda le silence. Lorsqu'il parla de Rechef, ce fut pour grogner en lui-même. Le noir disait vrai. Et que disait-il? Que l'homme finit par retourner à l'homme. Et Raksha, notre mère. C'est aussi ce que disait Akela, la nuit du chien rouge, murmura Mowgli. Et Kaa aussi, qui est plus sage que nous tous. Que dis-tu, toi, Frère Gris? Ils t'ont chassé jadis avec des injures. Ils t'ont meurtri la bouche à coups de pierre. Ils ont envoyé Buldeo pour te tuer. Ils t'auraient jeté dans la fleur rouge. C'est toi, et non pas moi, qui les a traités de méchants et de fous. C'est toi, et non pas moi, car moi je suis les miens, qui a lâché sur eux la jungle. C'est toi, et non pas moi, qui a fait contre eux des chansons plus amères que la nôtre même contre le chien rouge. Je te demande ce que toi, tu penses. C'était en courant qu'il causait. Frère Gris fit un temps de galop sans répondre. Puis il dit, et ses bonds semblaient rythmer les paroles. Petit homme, maître de la jungle, fils de Raksha, mon frère de Lito, bien que j'oublie parfois au printemps ta trace et ma trace, ton gîte et mon gîte, ta chasse et ma chasse, et ton dernier combat sera le mien. Je parle au nom des trois, mais que diras-tu à la jungle? C'est juste. Entre la vue et le coup, il est mauvais d'attendre. Va devant, et convoque-les au rocher du conseil. Je vais leur dire ce que j'ai dans l'esprit. Mais peut-être ils ne viendront pas. Au temps du nouveau parler, il se peut qu'ils m'oublient. N'as-tu donc rien oublié? Jappa Frère Gris par-dessus son épaule en allongeant le galop. Et Mowgli suivit, pensif. En toute autre saison, l'annonce de pareilles nouvelles eût attroupé toute la jungle, les poils du cou hérissés. Mais durant ces jours, ils étaient absorbés en chasse, en combat, en tueries et en chansons. Frère Gris courait de l'un à l'autre, criant « Le maître de la jungle retourne à l'homme. Venez au rocher du conseil. » Et les bêtes, heureuses, répondaient distraitement « Il reviendra aux chaleurs de l'été. Les pluies le ramèneront au gîte. Viens courir et chanter avec nous, Frère Gris. » Mais le maître de la jungle retourne à l'homme, répétait Frère Gris. Et Yoawa? Le temps du nouveau parler en vaut-il moins pour cela? Répondirent-ils. Aussi, lorsque Mowgli, le cœur gros, monta à travers les rochers, il se rappelait chacun d'eux. Jusqu'à la place où on l'avait apporté au clan, il ne trouva pas les quatre. Balou, que l'âge avait rendu presque aveugle, et le lourd Kaa, au sang glacé, roulé autour du siège vide d'Akela. « La trace finit donc ici, graine d'homme » dit Kaa, lorsque Mowgli se jeta par terre, le visage caché dans les mains. « Crie ton cri, nous sommes du même sang, toi et moi, hommes et serpents ensemble. » Pourquoi le chien rouge ne m'a-t-il pas déchiré en deux? Gémit le garçon. Ma force m'a abandonné et ce n'est pas le poison. Nuit et jour, j'entends un double pas sur ma trace. Quand je tourne la tête, c'est comme si quelqu'un venait de se cacher au même instant. Je vais regarder derrière les arbres, et il n'y est pas. J'appelle et personne ne répond, mais c'est comme si quelqu'un écoutait et retenait sa réponse. Je me couche sans me reposer. Je cours la course de printemps sans trouver le calme. Je me baigne sans trouver la fraîcheur.
Tuer me répugne, et je n'ai pas le cœur à me battre si ce n'est pour tuer. J'ai la fleur rouge dans le corps, mes os sont tournés en eau, et je ne sais pas ce que je sais. À quoi bon tant de mots dit lentement Balou, en tournant la tête du côté où Mowgli était étendu. Akela ne l'a-t-il pas dit au bord de la rivière que Mowgli lui-même ramènerait Mowgli au clan des hommes? Je l'ai dit aussi. Mais qui écoute maintenant Balou? Bagheera. Où est Bagheera cette nuit? Le sait aussi. C'est la loi. Lors de notre première rencontre aux grottes froides, graines d'homme, je le savais, dit Kaa en se tournant un peu dans ses puissants anneaux. L'homme finit par retourner à l'homme, même si la jungle ne le rejette pas. Les quatre s'entre-regardèrent, puis regardèrent Mowgli, décontenancé mais soumis. La jungle ne me rejette pas alors? Balbutia Mowgli. Frère Gris et les trois autres loups grognèrent furieusement et commencèrent. Tant que nous vivrons, nul n'osera. Mais Balou les arrêta. Je t'ai enseigné la loi. C'est à moi de parler, dit-il. Et bien qu'à présent je ne puisse voir les rochers qui sont devant moi, je vois loin cependant. Petite grenouille, suis ta trace. Fais ton lito avec ceux de ton sang, de ta race et de ton clan. Mais quand tu auras besoin d'un pied, d'une dent, d'un œil ou d'un mot à transmettre promptement la nuit, rappelle-toi, maître de la jungle. Au premier mot, la jungle est tienne. La jungle moyenne aussi t'appartient, dit Kaa, et je ne parle point pour de petites gens. Aïe maï, mes frères, pleura Mowgli en levant les bras avec un sanglot. Je ne sais ce que j'ai. Je ne voudrais pas m'en aller, et je me sens tiré par les deux pieds. Comment abandonner ces nuits? Allons, lève les yeux, petit frère, répéta Balou. Il n'y a pas de honte à cette chasse-là. Lorsque le miel est mangé, on abandonne le rayon vide. Lorsqu'on a jeté la peau, dit Kaa, on ne peut pas y rentrer de nouveau. C'est la loi. Écoute, toi qui m'es plus cher que tout au monde, dit Balou. Il n'y a ici ni mot ni volonté capable de te retenir. Lève les yeux. Qui peut t'interroger le maître de la jungle? Je t'ai vu jouer parmi les cailloux blancs à cette place quand tu étais une petite grenouille. Bagheera qui t'acheta au prix d'un jeune taureau fraîchement tué, là aussi t'a vu. De cet examen, nous deux seuls demeurons, car Raksha, ta mère nourrice, est morte, comme ton père nourricier. Les vieux loups du clan sont tous morts depuis longtemps. Tu sais ce qu'est devenu Shere Khan. Et Akela est mort au milieu des dôles, où sans ta sagesse et ta force, le second clan de Sioni aurait péri lui aussi. Il ne reste rien que de vieux os. Ce n'est donc plus le petit homme qui demande congé à son clan, mais le maître de la jungle qui change de route. Qui donc traverserait l'homme en ses desseins? Mais Bagheera est le taureau qui me racheta, dit Mowgli. Je ne voudrais pas. Un rugissement et le bruit d'un fracas au-dessous d'eux dans les forêts l'arrêtèrent court, et Bagheera parut, légère, vigoureuse, et terrible, comme toujours. C'est pour cela, dit-elle, en avançant sa patte droite d'où le sang dégouttait, que je ne suis pas venue plus tôt. La chasse a été longue, mais il gît mort au milieu des buissons. Un taureau dans sa seconde année, le taureau qui te rend dans la liberté, petit frère. Toutes les dettes maintenant sont payées. Pour le reste, ma parole est celle de Balou. Elle lécha le pied de Mowgli. Souviens-toi que Bagheera t'aimait, dit-elle, et elle disparut d'un bond. Au pied de la colline, sa voix claire encore s'éleva, plus lente dans l'éloignement. Bonne chasse sur ta nouvelle piste, maître de la jungle. Souviens-toi que Bagheera t'aimait. Tu as entendu, dit Balou. C'est fini. Va maintenant. Mais d'abord viens ici. Ô sage petite grenouille, viens près de moi. C'est dur de dépouiller la peau, dit Kaa, tandis que Mowgli redoublait de sanglots la tête sur le flanc de l'ours aveugle, les bras autour de son cou, et que Balou essayait faiblement de lui lécher les pieds. Les étoiles pâlissent, dit Frère Gris, en humant le vent de l'aube. Où coucherons-nous aujourd'hui? Car dès maintenant, nous suivons de nouvelles pistes. Et voilà la dernière des histoires de Mowgli. La dernière chanson. Ceci est la chanson que Mowgli entendit derrière lui dans la jungle avant d'arriver de nouveau à la porte de Messua. Balou.
À cause des sentiers jadis, de moi sage grenouille a pris, pour ton vieux balou garde comme la loi de jungle ta loi d'homme. Clair ou trouble du jour ou d'hier, tiens-la du vouloir et du flair, comme tu tiens la piste étroite, sans regarder de gauche ou droite, pour l'amour de qui t'aimait mieux que toute chose sous les cieux. Si ton clan t'irrite toute peine, dis-toi, Tabaki chante en plaine. S'il t'offense, comme autrefois, Sherkan erre encore sous bois. Les couteaux au vent, dans le doute, garde la loi, passe ta route. Palme, racine, baie ou miel, garde petit de sort cruel. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Car la colère est l'œuf de la peur, œil sans paupières est le meilleur. Venin de cobra nul remède, parler de cobra le sort aide. Courtoisie escorte vigueur, et franc-parler t'en fait seigneur. Vise à distance, ne confie nul poids à la branche pourrie. Jauge à ta faim chèvre ou bélier que l'œil n'étouffe le gosier. Pour dormir ensuite secrète et sombre choisis ta retraite, crainte que des torts oubliés n'amènent là tes meurtriers. En tout lieu et sur toute chose, garde flanc net et bouche close. Fente, trou, rive des temps bleus, suis le donc, jungle du milieu. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Bagheera. Je fus en cage et me souviens de l'homme et des façons des tiens. Et par la serrure brisée crains ta race. Au flair des rosées sous les toiles pâles, ne prends pas leur piste de chats errants. Clan ou conseil en chasse, au gîte, chacal sans pacte qu'on évite, qu'ils mangent ton silence quand ils diront « Viens, c'est le bon vent ». Jette-leur ton silence encore. Si contre le faible on t'honore, laisse au singe son vain fracas, porte sans bruit ton gibier bas. Ton chasse nul cri, chant ou signe puisse t'écarter d'une ligne. Brume de l'aube, couchant clair, servez le bien, gardien des cerfs. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Les trois. Par ton nouveau sentier, le leur, vers le seuil de notre terreur où flambera la rouge fleur. Dans les nuits où tu rêveras, épiant le bruit de nos pas, nous, tes amis, restez là-bas. Les matins de triste réveil, au labeur d'un nouveau soleil, cœur en deuil de matin pareil. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle, va devant. Et c'est la fin de cette nouvelle. La fin de la nouvelle La course de printemps. Et donc également la fin de ce recueil, le second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Et ça y est, on a lu le premier livre de la jungle et le second livre de la jungle dans leur intégralité. Il n'y en a pas de troisième, donc voilà, c'est fini, on a lu tout ce qu'il y avait à lire en rapport au livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et j'ai super kiffé, perso. Ouais, c'est marrant parce que je trouve que cette... En fait, comment dire ? Je trouve que, grosso modo, toutes les nouvelles du livre de la jungle ou du second livre de la jungle étaient plutôt dans un genre... très... Comment dire ? Plutôt joyeux, entre guillemets. Enfin, il y avait aussi des moments de violence. Et... En fait, voilà, c'était joyeux, c'était épique, c'était... Mais c'était... Comment dire ? Il y avait... je sais pas comment dire vraiment ça, mais... En tout cas, je trouve que là, on a été sur une teinte qu'on ne connaissait pas, entre guillemets, à l'écriture de Rudyard Kipling. Et tout ce chapitre était vraiment archi triste, je trouve. Et je trouve que c'était vraiment bien écrit. Je pense que La course de printemps, c'est ma deuxième nouvelle préférée du second livre de la jungle, derrière Quickern. Mais ouais, j'ai vraiment bien kiffé cette nouvelle. Et ouais, c'est archi triste, même si c'est entre guillemets annoncé depuis très longtemps qu'au final, Mowgli va revenir aux hommes. Je trouve que c'était vraiment bien. Et la manière qu'a Mowgli de se rendre compte que, bah, entre guillemets, il y a l'appel de la maison, quoi. Et que malgré cela, ça le fait vraiment chier de quitter son habitat actuel et tout. Enfin, on sent qu'il est vraiment déchiré entre deux mondes.
Et on sent que ça lui pèse beaucoup de devoir quitter la jungle et de devoir quitter, bah, entre guillemets, sa famille, parce que limite, Bagheera, Baloo, Kaa, etc., c'est sa famille, quoi. Et ouais, j'ai trouvé cette nouvelle vachement bien écrite, vachement intéressante. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion en lisant. Je trouve ça très cool. Dans le livre de la jungle de Disney qu'on connaît tous, j'ai l'impression... Alors après, je sais même pas si je l'ai déjà vu en entier, mais bon. Bref, j'ai l'impression que c'est très resserré sur le duo Mowgli et Baloo. Et c'est marrant parce qu'au final, dans les textes, Baloo n'est pas si prépondérant que ça, je trouve. Il est moins là que Bagheera. Je trouve que le personnage qui accompagne le plus souvent Mowgli et qui a d'ailleurs la relation la plus tendre avec Mowgli, je trouve que c'est Bagheera. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que ce soit avec Bagheera, que ce soit avec Mowgli, avec Baloo, que ce soit avec Kaa, il a des relations très tendres, très portées sur l'honneur, et toutes d'une teinte un tout petit peu différente. Et j'aime bien, enfin je trouve que c'est bien fait, je trouve que tous les personnages ont vraiment leur personnalité alors qu'on les entend relativement peu parler ou s'exprimer sur ce qu'ils pensent, etc. Mais je trouve malgré tout que ouais, chaque personnage a bien sa personnalité, bien sa manière d'avoir sa relation avec Mowgli. D'ailleurs, Bagheera, on sent que c'est un petit peu la pudeur aussi, puisque voilà, elle se ramène à la toute fin, elle lui dit les mots les plus tendres, puisqu'elle lui dit souviens-toi que je t'aimais, et hop, elle s'en va, enfin voilà. Ça fait... Bon, elle dit que c'était parce qu'elle était en train de chasser, etc. Mais en même temps, son entrée et sa sortie rapide, juste en lui disant souviens-toi que je t'aimais, ça fait vraiment genre grande marque d'honneur et en même temps grande tristesse, donc grande pudeur. Du coup, elle cache sa tristesse en s'en allant direct, etc. Enfin bref. Je trouve ça vachement bien écrit, j'ai vachement bien aimé cette nouvelle. Disons que la nouvelle se termine sur une très belle note, je trouve. C'est très beau dans la tristesse, mais c'est très beau. Et du coup, bonsoir Industrias et bonsoir Selkia, j'espère que vous allez bien tous les deux. Merci d'être passé faire coucou, malheureusement vous arrivez à la fin du live. Je vais rendre l'antenne dans quelques instants. Et du coup, ouais, Jumpy, c'est vrai que je pense que pour cette nouvelle précisément, c'est peut-être plus facile de comprendre, c'est même sûrement plus facile de tout comprendre lorsqu'on a tout écouté. Et du coup, Selkia, si vraiment ça t'intéresse, t'en fais pas, il y aura les rediffs sur YouTube. Elles sont déjà toutes sur YouTube, sauf celle de ce soir, forcément, logique. Mais voilà. En tout cas, je suis content de voir qu'elle vous a plu. C'est pas gentil pour c'est pas gentil pour Guillaume, Industrias. mais ouais. Et du coup, ouais, moi, elle m'a vraiment plu. Enfin, ouais. Je suis émotion. Je vais pas mentir, enfin, c'est pas ma lecture favorite, le second livre de la jungle. Disons qu'il y a beaucoup de nouvelles que je trouve ok, mais sans plus. Il y a beaucoup de nouvelles que je trouve juste sympa, quoi, dans le livre de la jungle. Et du coup, j'avais peur que ce soir, ce soit un peu une nouvelle comme ça, un petit peu une nouvelle de plus, entre guillemets. Et en fait, non, je trouve que c'est une très bonne surprise. Je trouve que la nouvelle de ce soir se détache vachement du reste. Et ouais, elle avait vraiment de l'intérêt. Donc je suis très content de cette lecture. Très content d'avoir découvert le livre de la jungle. Premier et second avec vous en live. Je l'avais jamais lu moi-même avant. Donc ça fait très plaisir. Pour la suite des programmes, comme je le disais, à partir du prochain live de lecture, nous lirons la nouvelle La Métamorphose de Kafka, qui devrait nous prendre 1, 2 ou 3 soirées. Je sais pas encore, j'arrive pas trop à jauger là comme ça. Mais je pense que ça devrait nous prendre relativement peu de temps. Donc ça sera à partir de mardi prochain, puisque, je le répète, c'était le dernier live de mars ce soir, donc il n'y aura plus de live pour le reste de la semaine. Le live de vendredi et de dimanche saute, et normalement je devrais revenir mardi, y a pas de souci. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, demain je publie le 11e ou le 12e, je sais plus, chapitre de mon roman La Paix sur Terre sur Wattpad. Voilà. Et puis j'en profite aussi, vu qu'il y a pas mal de gens,
pour rappeler que hier j'ai sorti une chanson sur ma chaîne YouTube, la nouvelle version de Realism of Multiplication. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller écouter un peu de musique, n'hésitez pas. Écoutez, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pense que je vais pas faire durer ce live plus que de raison. Et du coup, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont passés, ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez été nombreux à être passés ce soir et à avoir été très bienveillants en plus, donc ça me fait vraiment zizir. Donc merci Sivodul d'être passé, merci Zikal, merci Jumpy, merci Industrias, merci Selkia. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. À dans une semaine, bye bye.